Vous écoutez Radio Lomé, il est 12h30. Magazine pluriel. Hélène Assabi. Bonjour à tous, à la une du journal Magazine pluriel. Ils sont en vacances pour 2 mois. Les députés ont clôturé hier la première session ordinaire de l'année 2024. Bilan des 4 mois de travaux, 2 projets de loi, une proposition de loi et une proposition de résolution adoptée. La Chambre de commerce et d'industrie du Togo, CCIT, célèbre ses 100 ans d'existence. Un document d'histoire qui retrace les 100 ans de vie de l'institution a été dédicacé hier. Nous irons à sa découverte dans ce journal. Dans la rubrique invitée, nous allons aborder 2 sujets. La première session ordinaire de l'année 2024 de la HAC qui démarre lundi et les efforts du gouvernement dans la protection des végétaux. Sport football, 29e journée de la D1 Lonato, grand duel à distance entre AS Bina, Kakadl de Doufelgou et Semassi de Sokodé. Objectif principal, le maintien dans le championnat d'élite. À suivre également dans ce journal Magazine pluriel, les échos du palais et la revue de presse. Mesdames et messieurs, une fois encore, bonjour. Clôture hier de la première session ordinaire de l'année 2024 à l'Assemblée nationale au cours des travaux dirigés par le président de l'Assemblée nationale, Kojo Sevontepe Adedje. Les élus du peuple ont adopté le compte-rendu législature de la 5e République. Les députés ont également fait le bilan de cette session. Compte-rendu Odette Pira. Ouverte le 5 mars dernier, cette première session a permis aux députés d'adopter 2 projets de loi et une proposition de loi. Le président de l'Assemblée, Kojo Sevontepe Adedje, dresse le bilan de cette session. À l'heure du bilan de cette session, la représentation nationale a adopté 2 projets de loi, une proposition de loi et une proposition de résolution, à savoir la loi portant prorogation de l'état d'urgence sécuritaire dans la région des Savanes, la loi autorisant l'adhésion du Togo à l'accord portant création de la Société islamique d'assurance des investissements et des crédits à l'exportation, la loi portant constitution de la 5e République togolaise et enfin la résolution portant règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Cette session a vu aussi l'élection des membres de la Commission nationale des droits de l'homme, CNDH, et de la Cour constitutionnelle. Sur le plan diplomatique parlementaire, le Togo occupe pour les 4 années à venir la présidence du Parlement de la CEDEAO. Retrouvons Kojo Sevontepe Adedje. Sur le plan de la diplomatie parlementaire, je nous annonce que la section nationale togolaise occupe pour les 4 prochaines années la présidence de la CEDEAO. À cet effet, notre collègue l'honorable Ibrahima Memounatou est actuellement la présidente du Parlement de la CEDEAO. Notre pays a également accueilli le 18 mars dernier la 53e session du comité interparlementaire de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. En clôturant la session, le président de l'Assemblée, tout en remerciant la législature précédente, a exhorté les honorables députés à plus d'ardeur. En clôturant cette première session ordinaire de l'année 2024, je souhaite que l'intercession nous procure la motivation nécessaire pour poursuivre notre mandat d'élu de la nation. Nous insistons là-dessus, de la nation, avec un profond sens de devoir envers la République et le peuple togolais. Nous devons tous nous préparer à faire des sacrifices qu'exigent les circonstances. C'est sur cette note que prend fin la première session ordinaire de l'année 2024. Le ministre en charge des droits de l'homme et des relations avec les institutions de la République et les autorités traditionnelles ont pris part à cette séance. Odette, jeudi déjà, le nouveau bureau de l'Assemblée nationale a tenu sa première réunion à Lomé. Les travaux ont porté notamment sur l'organisation de la séance de clôture de la première session ordinaire de l'année 2024. C'est exact. Cette première réunion a également permis aux nouveaux membres de se familiariser avec
les compétences générales du bureau en matière d'organisation et le fonctionnement interne de l'Assemblée nationale. À ce titre, le bureau a écouté une série de communications relatives à l'aperçu global de l'administration parlementaire. Autre communication, l'organisation des travaux de l'Assemblée nationale, l'état des projets de loi en instance et la diplomatie parlementaire. Le président de l'Assemblée nationale a donné des orientations pour une rationalisation de l'architecture et de la gouvernance de l'administration parlementaire. Tenant compte du contexte constitutionnel, Kodjo Adedje a invité le bureau au contrôle parlementaire de l'action gouvernementale. Après ces travaux, Kodjo Adedje s'est confié à la presse. Ce matin, il s'est agi de tenir la première réunion de notre bureau. Nous avons abordé un certain nombre de points, mais nous avons insisté sur un certain nombre de valeurs. La solidarité, la mise en terre de plan. En ce jour, concrétise notre prise de fonction en tant que président de la représentation nationale sous l'angle de la Ve République. Et vous avez pu également constater que tous les membres du bureau ont arrosé cet arbre. Nous voulons tout simplement avoir un message très clair. Nous resterons solidaires. Sans solidarité, il n'y a pas de résultat. C'est le désordre. Nous allons rester solidaires en termes de serviteurs de notre Assemblée nationale. Solidaires également pour les enjeux que nous avons devant nous, afin de leur trouver des solutions qu'il faut. Toujours jeudi, le nouveau président de l'hémicycle, Kodjo Adedje, a reçu en audience l'ambassadeur de Chine au Togo, Chao Wentong. Il est venu transmettre les félicitations du président du Parlement chinois au nouveau locataire de l'Assemblée nationale. Il a également souligné la possibilité du Parlement chinois à renforcer sa coopération avec celui du Togo. Chao Wentong au sortir de l'audience. Je viens d'être reçu en audience par son Excellence Monsieur le Président de l'Assemblée nationale. J'ai profité de cette occasion pour transmettre un message de félicitations du Président de l'Assemblée populaire nationale de Chine à son Excellence Monsieur le Président de l'Assemblée nationale. Dans ce message, notre Président de l'Assemblée a adressé ses chaleureuses félicitations et a souhaité plein succès à son Excellence Monsieur le Président de l'Assemblée nationale pour l'accomplissement de ses nouvelles missions. Nos deux pays maintiennent de très bonnes relations. La confiance politique mutuelle est solide, la coopération est fructueuse et l'amitié est profonde entre nos deux peuples. Donc, dans le message, notre président de l'Assemblée a aussi réaffirmé la disponibilité de la partie chinoise, de l'Assemblée, du Parlement chinois, de renforcer les échanges et la coopération avec l'Assemblée nationale du Togo. Autre audience toujours à l'Assemblée nationale, elle a été accordée à une délégation du Millennium Challenge Corporation MCC. Les échanges ont porté sur les réformes en cours au Togo, les questions d'intérêt commun. Le chef de la délégation, John Tomaszewski, a aussi partagé avec le président du Parlement ses expériences acquises au Sénat américain. John Tomaszewski après l'audience. We had a very good discussion just hearing about. Il vient d'avoir un bon entretien avec le président du Parlement togolais. Nous avons discuté sur les questions d'intérêt commun. Je ne suis pas un sénateur, mais je travaille pour le Sénat. Donc je suis là pour discuter avec lui sur les réformes qui sont en cours ici au Togo et comment les changements qui s'opèrent sont en train d'être mis en place. Nous avons également partagé des expériences sur ce que nous faisons également aux États-Unis. Pour moi, qui travaille pour le Sénat américain, rencontrer un autre organe législatif était pour moi important. Nous avons discuté des défis que nous rencontrons également dans l'exercice de nos fonctions. J'ai vraiment apprécié cet entretien. I really appreciate the time of the president to have that conversation. La Chambre de commerce et d'industrie du Togo, CCIT, a 100 ans. Pour marquer l'événement, un document d'histoire a été rédigé par un collège d'historiens des universités publiques du Togo sous la direction du professeur Tchigbe Kofi Joseph. L'ouvrage a été dédicacé hier à Lomé. Découvrons-le avec Azonko Sename. Ce livre intitulé « La Chambre de commerce et d'industrie du Togo, un siècle après, 1921-2024 » retrace les 100 ans de vie de l'institution. Cet ouvrage de 240 pages a été édité aux éditions Les Presses de l'Université de Lomé. Professeur titulaire en histoire contemporaine, Tchigbe Kofi Joseph, un des auteurs du document, explique le contenu. Quand on prend le document, il y a une introduction qui présente un peu le cadre
de cette étude, la démarche méthodologique qui a été utilisée pour rédiger le document. Après l'introduction, vous avez le chapitre premier qui montre un peu la naissance et l'évolution institutionnelle, stricto sensu, de la Chambre de commerce. Le deuxième chapitre revient sur le fonctionnement. Quand on prend le fonctionnement, on voit un peu les moyens de fonctionnement de la Chambre, les budgets, comment est-ce que la Chambre trouve ses ressources financières pour pouvoir fonctionner. Et dans ce chapitre, nous sommes également revenus sur les relations qui ont existé entre la Chambre et les pouvoirs publics. Alors, le troisième chapitre revient sur la contribution de la Chambre à la construction de l'économie nationale. Et à la conclusion qui fait le bilan de tout ce qui est dans le document, mais qui ouvre des perspectives. Le bouquin invite également à un retour au passé de la Maison du commerce, un exercice qui permettra d'améliorer la prestation de l'institution. Madame Nathalie Binto, présidente de la délégation spéciale de la Chambre consulaire. Je suis arrivé à la Chambre de commerce par le truchement de la délégation spéciale consulaire, un décret qui a créé la délégation spéciale consulaire, comme vous le savez, parce qu'il y avait des difficultés. Et j'ai une lettre de mission. Ma lettre de mission avec mes vice-présidents, c'était justement de réformer la Chambre de commerce. Pour réformer un organe, une institution, il faut connaître son histoire. Il faut savoir ce qui a jalonné la vie de l'institution. Et c'est là qu'on avait commencé à avoir les premières difficultés. Et de fil en aiguille, on a trouvé cette histoire très passionnante de la Chambre de commerce et d'industrie du Togo. Créée par l'arrêté numéro 58 du 21 juin 1921, la Chambre consulaire, connue aujourd'hui sous le nom de Chambre de commerce et d'industrie du Togo CCIT, a été un véritable instrument au service de l'administration coloniale. Nous poursuivons ce journal avec ce communiqué du gouvernement relatif aux dispositions prises pour favoriser le retour des pèlerins du Hajj 2024. C'est suite au nouveau cas de Covid-19 découvert lors de ce pèlerinage à Sibyl Lawson. Des décès ont été enregistrés au cours du Hajj 2024, dont certains dans un contexte de détresse respiratoire et de déshydratation. Des cas de Covid-19 et d'autres maladies respiratoires ont été détectés chez des pèlerins dans la sous-région de retour dans leur pays. De grands rassemblements comme le pèlerinage constituent des occasions de transmission de pathogènes respiratoires. En vue de limiter la contamination des pèlerins togolais lors du Hajj, le gouvernement a pris les dispositions suivantes. Vaccination des pèlerins contre la Covid-19 avant leur départ pour le Hajj, sensibilisation des pèlerins sur le respect des mesures d'hygiène, suivi sanitaire des pèlerins par une équipe médicale pendant tout le séjour. Le gouvernement informe les pèlerins et leurs familles des dispositions suivantes visant à favoriser leur retour sécurisé au pays. Mise à disposition des pèlerins des masques et autres matériels au départ de Djeddah permettant l'application des mesures de prévention. Renforcement du contrôle sanitaire à l'arrivée avec le dépistage systématique de Covid-19 chez tous les pèlerins. Renforcement des mesures sanitaires pendant le séjour des pèlerins à la maison du Hajj. Le gouvernement invite les familles des pèlerins à s'abstenir de se rendre à l'aéroport et à la maison du Hajj avant la disponibilité des résultats des analyses. Les pèlerins devront observer les mesures de prévention à domicile, entre autres, limiter les contacts, porter des masques, se laver régulièrement les mains, éviter les rassemblements pendant 10 jours suivant leur retour. Devant toute suspicion de maladies respiratoires, fièvre, toux, mal de gorge, difficulté à respirer, se rendre dans la formation sanitaire la plus proche pour une prise en charge rapide et adéquate. Le gouvernement compte sur le civisme de tous pour l'efficacité de ces mesures. Parlons d'une autre maladie, le paludisme. La Côte d'Ivoire souhaite accélérer l'élimination de cette maladie. 131 100 doses de vaccins antipaludéens ont été réceptionnées jeudi par les autorités sanitaires. La Côte d'Ivoire fait partie des 5 premiers pays africains à recevoir ces vaccins. Selon le ministère de la Santé, le but est de vacciner 250 000 enfants âgés de 0 à 23 mois dans 38 districts sanitaires répartis dans 16 régions, puis d'atteindre progressivement les 75 autres districts d'ici à la fin de 2024. Le paludisme est la première cause de mortalité dans le pays.
Au Sénégal, l'Assemblée nationale attend toujours la déclaration de politique générale du Premier ministre Ousmane Sonko, plus de 3 mois après sa nomination. Dans une communication parue hier, le Premier ministre justifie ce retard par des incohérences dans le règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Ousmane Sonko explique qu'il ne tiendra sa déclaration de politique générale devant l'Assemblée nationale qu'une fois que la majorité parlementaire aura réinscrit dans le règlement intérieur l'ensemble des dispositions relatives au Premier ministre. Au Gabon, 10 mois après sa prise de pouvoir, à la suite d'un coup d'État, le président de la transition, Oligui Nguema, poursuit son opération de séduction des populations de l'intérieur du pays. Il y a plusieurs mois, il a entamé une tournée dite républicaine qu'il a déjà conduite dans 7 des 9 provinces du pays. Ainsi, à Libreville, sa cote de popularité baisse. En Provence, il est célébré comme le Messie et le libérateur de la nation. Et puis en Mauritanie, un peu plus de 1,9 million d'électeurs sont appelés aux urnes ce samedi pour choisir leur président en lice. 7 candidats face au président sortant Mohamed Ould Ghazouani qui se pose en garant de la continuité et de la stabilité du pays. Les 6 autres candidats, tous des civils, promettent une alternance démocratique alors que le pays a presque toujours été dirigé par des militaires et une rupture avec la promesse pour tous les candidats de lutter contre la corruption et pour l'emploi des jeunes. Nous poursuivons ce journal. Chaque week-end dernier du mois de juin est réservé pour la célébration des Journées nationales des sauveteurs. Occasion d'honorer tous ceux qui œuvrent pour sauver des vies en mer, sur les plages et dans les ports. L'origine de cette journée est la mission des sauveteurs avec Florent Abi. Cette journée a été instituée en 2017 par le Premier ministre français lors du 50e de l'Association des sauveteurs. Ces journées nationales de sauveteurs en mer sont le témoignage de la reconnaissance du plus haut niveau de l'État envers ces sauveteurs bénévoles. Tous les jours de l'année et 24 heures sur 24, les sauveteurs sont prêts à intervenir en cas de danger en mer, de la plage jusqu'au large sur toutes les côtes françaises. Ils sont mobilisés pendant l'été pour permettre aux visiteurs de la mer de profiter de leurs vacances à la mer en toute sécurité. La Société nationale des sauveteurs en mer est une association reconnue d'utilité publique qui assure des missions de sauvetage en mer et sur le littoral, de formation des sauveteurs, de sécurité civile et de prévention auprès des usagers de la mer. Elle compte environ 9000 sauveteurs bénévoles de terrain en France métropolitaine et en Outre-mer. Rappelons que les journées des sauveteurs sont célébrées chaque dernier week-end du mois de juin. Autre sujet, les examens de fin de semestre sont en cours dans les universités du Togo. Pour réussir à ces examens, les étudiants ont recours à diverses méthodes de révision. Pour certains, c'est depuis la rentrée qu'il faut relire ses cours au quotidien. Pour d'autres, ils les révisent à la veille des examens. La prise de certaines substances est-elle indispensable pour éviter le sommeil? À l'occasion de cette journée de la drogue observée mercredi dernier, Esther Kolani a tendu le micro à certains citoyens qui ont réagi sur les anti-sommeil en période d'examen. Voici son micro-trottoir. Selon moi, on ne devait pas prendre des substances pour empêcher le sommeil. Le sommeil, c'est quelque chose de naturel que Dieu même a créé. Donc, il faut l'utiliser avec modération, mais il ne faut pas trop aller à l'encontre de ça avec des substances qui vont plus tard causer des dommages, quoi. On peut l'excuser. Mais au-delà de ça, quelqu'un qui prend la drogue ou soit les substances chimiques pour pouvoir avoir la force de faire l'examen, je dirais non, parce que cela a un impact négatif, que ce soit à court terme ou bien à long terme. Donc le fait que cela peut impacter la vie de cette personne de façon négative, je déconseille fortement que cette personne puisse se soumettre à ces choses-là. Prendre une substance pour rester éveillé, pour apprendre, oui, mais après il faut savoir gérer et le repos et le temps de récupération. L'excès de choses est nuisible et c'est la dose qui fait le poison. Moi je pense que c'est ce qu'il faut retenir dans ça.
Et comme on peut le voir, la consommation excessive de la drogue est nuisible à la santé et cela peut entraîner également l'excès de vitesse sur nos routes et l'excès de vitesse continue de tuer les usagers de la route. Paco Johnson en parle dans ce magazine. Certains usagers de la route, que ce soit sur moto ou en voiture, une fois le pied sur l'accélérateur, se soucient moins des dangers. Gabriel Etekor est président de l'Organisation pour la prévention et la sécurité routière, Maï Magbo Didier, et définit d'abord ce qu'est un excès de vitesse. On peut dire qu'un véhicule est en excès de vitesse lorsque son conducteur adopte une allure inadaptée aux conditions de circulation routière ou lorsqu'il roule très fort à une manière incontrôlée. L'excès de vitesse est un comportement dangereux sur la route. Il entraîne de graves conséquences pour le conducteur lui-même et les autres usagers de la route. Retrouvons Gabriel Etekor. Ce comportement néfaste augmente considérablement les risques d'accidents qui engendrent souvent la destruction des vies humaines et aussi des cas de dégâts matériels. Rouler à une vitesse excessive réduit le temps de réaction du conducteur en cas d'imprévu d'une part, et d'autre part, cela augmente la distance nécessaire pour s'arrêter. Par conséquent, l'excès de vitesse est une infraction pénalisable par la police ou par la gendarmerie contre les pratiquants de cette conduite à risque. Gabriel Etekor prodigue quelques conseils aux usagers de la route. Il est important de ralentir quand il le faut et de respecter les limitations de vitesse établies sur les signalisations. Car la limitation de vitesse généralement est basée sur des considérations liées à la sécurité routière et surtout pour la protection des usagers vulnérables. Étant donné que les excès de vitesse ne nous procurent pas de gains considérables en temps, il est donc essentiel de s'adapter à une conduite responsable, une conduite consciencieuse, respectant les signalisations routières en adaptant sa conduite aux conditions environnementales. Vaut mieux arriver tard que jamais, dit-on, en route, roulons prudemment. Nous abordons la rubrique invitée à présent et je vous l'annonçais en titre. Du lundi au vendredi prochain se tient à Kpalimé la première session ordinaire de l'année 2024 de la HAC. Cette rencontre sera consacrée entre autres aux autorisations d'installation et d'exploitation des web radios et web télévisions. Le directeur de cabinet du président de la HAC, Yao Abarim Olivier, détaille le contenu des 5 jours de travaux à Kpalimé. Il est au micro de Abirelem. Monsieur Yao Abarim Olivier, bonjour. Oui, bonjour. Lundi démarre la première session de la HAC et plusieurs sujets seront donc abordés à ce rendez-vous, parmi lesquels la délivrance et le renouvellement des cartes de presse. Alors, monsieur Yao, dites-nous déjà quelles sont les conditions à remplir pour établir ou renouveler une carte de presse. Alors, avant de répondre à votre question, il faut reconnaître que la HAC organise 2 sessions chaque année. La première session se tient souvent entre juin et juillet. La seconde session, elle se tient en fin d'année, notamment en décembre. L'objectif poursuivi par l'organisation de ces sessions ordinaires par la HAC est de pouvoir étudier les dossiers qui lui parviennent, notamment pour ce qui concerne les demandes des cartes de presse, les demandes liées aux autorisations d'installation et d'exploitation des web radios et web télévisions. Ces sessions également permettent à la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication de pouvoir étudier les dossiers qui concernent le renouvellement des conventions des radiodiffusions et télévisions sonores ainsi qu'aux déclarations de parution des publications écrites et en ligne en mode écrit, bien entendu. Il faut dire tout simplement que pour se faire délivrer la carte de presse, le journaliste, technicien des médias ou auxiliaire de presse doit fournir la preuve qu'il a pour occupation principale, régulière et rétribuée, la recherche, la collecte, la sélection, l'exploitation, la publication et la présentation de l'information dans une ou
plusieurs publications quotidiennes ou périodiques, dans une ou plusieurs sociétés de presse audiovisuelle, dans une ou plusieurs agences de presse ou dans une ou plusieurs sociétés de presse en ligne. Bon, voilà un peu les conditions qu'il faut remplir pour pouvoir bénéficier de la carte de presse. D'accord, c'est bien noté. Et qui est habilité donc à faire la demande d'une carte de presse? Pour avoir droit à la carte de presse, il faut avoir été ou il faut être journaliste professionnel. Il faut être technicien des médias ou auxiliaire de presse pour pouvoir demander la carte de presse. Alors, mais il y a lieu quand même de préciser que pour être journaliste professionnel, technicien des médias ou auxiliaire de la presse, il faut remplir les conditions que j'ai citées à la première question. Voilà. Dès que vous remplissez ces conditions, vous pouvez demander à avoir une carte de presse. Et je précise que la carte de presse permet aux journalistes d'avoir facilement accès aux sources d'information. Et cette carte de presse lui permet également d'être en sécurité sur les lieux de reportage. Mais a priori, ces personnes-là doivent répondre aux conditions que je venais de citer pour détenir une carte de presse. Alors, dans ces conditions-là, il faut pouvoir dire que, de façon globale, peuvent se prévaloir de la qualité de journaliste professionnel, de technicien des médias ou auxiliaire de presse, les personnes répondant donc aux conditions que je venais de citer, et dire que ce sont les journalistes et les techniciens des médias ou auxiliaires de presse qui peuvent demander à avoir à leur disposition une carte de presse qui leur permet d'avoir accès facile aux sources d'information et qui leur permet également d'être en sécurité sur les lieux de reportage. Alors, Monsieur Yao, vous l'avez sûrement remarqué aussi, nous faisons face à une pléthore de web radio et de télévision. Alors, cela m'amène à demander qui peut créer une web radio ou une web télévision et à quelles conditions? Toute personne physique ou morale peut exploiter en République togolaise une entreprise de presse en ligne, notamment la web radio ou la web télé. Mais cette exploitation est préalablement soumise à une déclaration auprès de la HAC. Les conditions sont telles qu'il faut que ces sociétés de web radio et web télé éditent à titre professionnel qu'elles offrent un contenu faisant l'objet d'un renouvellement régulier, daté et non pas seulement de mise à jour ponctuelle et partielle. Donc, il faut un perpétuel renouvellement régulier de contenu. Mais également, il faut faire en sorte que l'actualité soit en continu. Donc, voilà un peu les conditions liées à l'exploitation des sociétés de radio ou de télévision web. Parmi les points qui seront abordés à cette rencontre, le renouvellement des conventions de radiodiffusion et télésonore. De quoi s'agit-il concrètement? Est-ce que vous pouvez nous donner plus de détails concernant ce point? Il faut dire qu'il s'agit d'un contrat qui lie les sociétés de radiodiffusion et les sociétés de télévision à la HAC. Ces contrats-là durent, pour ce qui concerne la radio, 4 ans et pour ce qui concerne les télévisions, 8 ans. Donc, au bout de ces années, chaque organe doit renouveler sa convention. C'est-à-dire, chaque média audiovisuel, notamment société de radiodiffusion et société de télévision, doit renouveler sa convention. Et ce renouvellement se fait 6 mois avant l'expiration de ce contrat. Et je pense que la convention permet à la HAC de procéder de temps en temps à la vérification des états d'équipement de ces radios et télévisions. Donc l'objectif poursuivi par l'organe de régulation des médias est de disposer des radios et des télévisions qui répondent aux normes internationales et qui sont susceptibles de pouvoir faire des productions à même de contribuer à la promotion de la culture de notre pays, à même de contribuer au développement socio-économique du Togo. On parle aussi de demande de déclaration de parution. Pourquoi est-il si important de le faire? Pourquoi est-ce que c'est nécessaire de faire cela? La demande de déclaration de parution se fait pour l'obtention d'un récépissé de parution. Et ce récépissé donne une existence légale à la publication et lui permet d'être enregistré dans la base de données de l'instance de régulation des médias. Donc, la déclaration de parution, c'est une exigence des tests réglementaires et légaux. J'allais dire, la déclaration de parution est une exigence des tests réglementaires et législatifs qui régissent l'exercice du métier de journaliste dans notre République.
Donc on ne peut pas se lever, on ne peut pas se lever de son propre chef et commencer par paraître sans a priori faire une demande de déclaration de parution pour avoir un récépissé de parution qui donne l'autorisation, qui donne la latitude à l'éditeur de publier les informations. Donc, c'est une exigence légale et réglementaire. Monsieur Yawabarim Olivier, vous êtes directeur de cabinet du président de la HAC. Merci. Merci pour l'occasion que vous donnez à la HAC de s'exprimer sur la session qu'elle organise du 1er au 5 juillet 2024. Encore une fois, merci. Et notre second invité nous parle de la santé des végétaux. La santé des humains dépend de celui des végétaux. Ces derniers sont menacés par les activités de l'homme et les changements climatiques. Au Togo, plusieurs actions sont menées pour préserver certaines espèces utiles à l'homme et à la fertilisation des sols. Yao Lombo est le directeur de la protection des végétaux. Il relève les efforts du gouvernement dans la protection des végétaux. Il est interrogé par Odette Pira. Monsieur Yao Lombo, bonjour. Bonjour. Dites-nous, y a-t-il des espèces menacées ou en voie de disparition dans notre pays? Merci. C'est vrai, aujourd'hui, avec les activités humaines que sont l'agriculture et les feux de brousse, d'autres actions qui contribuent à dévaster les surfaces jadis comme incultes, sont aujourd'hui, ces surfaces-là font que nous détruisons notre environnement. Donc en termes de déboisement, même les constructions aussi, quand on parle de l'ennemi de la nature, même l'urbanisation, également contribuer à dévasser notre environnement et cela entraîne la disparition de certains arbres. Donc aujourd'hui, les espèces menacées de disparition, c'est beaucoup d'espèces végétales qui sont menacées d'extinction. Et donc celles qui sont vraiment utiles quand nous sommes dans l'agriculture, les plantes qui sont vraiment utiles pour la fertilisation de nos sols, c'est ces plantes-là que les autorités mettent en avant dans leur protection. Je peux citer par exemple le néré, l'arbre de karité, d'autres espèces qui sont utiles, le baobab, d'autres également comme Hassiamia qui sont vraiment recommandés dans l'agroforesterie. Voilà, si je veux revenir sur les plantes menacées d'extinction, aujourd'hui on fait tout possible pour préserver les espèces utiles à l'homme et à l'agriculture, même à l'alimentation. Vous savez bien que même tous les produits pharmaceutiques, la plupart des produits pharmaceutiques que nous utilisons aujourd'hui pour nous soigner proviennent des végétaux. Donc c'est les principes actifs des végétaux qu'on utilise pour fabriquer ces produits que nous prenons. Ces plantes qui sont rares et qui ont d'intérêt pharmaceutique ou nutritionnel, nous avons intérêt à les protéger. Je ne peux pas citer au risque de me tromper. Donc il y a vraiment plusieurs arbres ou végétaux qui sont vraiment utiles à l'homme et que nous devons tout faire pour les préserver pour nous-mêmes d'abord et la génération à venir. Et qu'est-ce qui est fait en matière de protection des végétaux au plan national? En matière de protection des végétaux, d'abord même l'existence d'une direction dédiée à cela, la direction de protection des végétaux, avec toute la représentation au plan national en termes d'inspecteurs phytosanitaires qui sont là pour conseiller les producteurs en termes de quels produits il faut utiliser et en quel moment. Ça, c'est une initiative que l'État met en œuvre pour vraiment protéger cela. Et également, la libéralisation de ce secteur de distribution, de commande et de distribution des produits phyto, c'est aussi une action à saluer parce qu'aujourd'hui, l'État à lui seul ne peut pas commander les produits et les mettre à la disposition des producteurs ou des utilisateurs. Donc, ce secteur d'activité a été libéralisé. Donc, les opérateurs économiques qui ont la possibilité d'importer les produits phytosanitaires de qualité viennent toujours vers la direction de protection des végétaux pour avoir l'agrément d'importation et de distribution. Également, ceux qui sont là dans l'opérationnalisation, les traitements des arbres et autres là, donc, reçoivent des agréments d'utilisation de ces produits et c'est à notre niveau que cela se fait. Donc, c'est un peu quelque chose comme ça que l'État met en place pour pouvoir protéger, les plantes en général. Donc, au niveau de la direction de la protection des végétaux, comme je l'avais dit, nous avons des représentations sur l'ensemble du territoire. Donc, une fois que vous avez un problème
au niveau de votre champ. Et s'il y a des attaques, donc il y a des distributeurs qui sont là et nous avons publié la liste des produits homologués, donc les produits qui sont autorisés à être utilisés sur notre territoire, sur nos plantes. Donc cette liste est là pour les traitements des arbres fruitiers ou bien les cultures, notamment le maïs. On parle de la chenille légionnaire d'automne, on parle de chassides, donc sur le cotonnier, même sur le gombo et autres plantes assimilées. La liste est très longue que les producteurs, tous les opérateurs qui importent les produits ont cette liste-là. Donc voilà, c'est un dispositif comme ça que l'État a mis en place et nous, notre rôle, c'est de pouvoir veiller à ce que tout ce qui rentre sur notre territoire soit conforme à cette liste-là. Donc si un produit qui n'est pas sur notre liste, donc on le retrouve dans l'utilisation, c'est que la personne qui a commandé ce produit-là aura des problèmes avec la direction de protection des... Aujourd'hui, on parle de chenilles, des insectes nuisibles aux végétaux qui apparaissent pendant la campagne agricole. Que fait donc dans ce cas la direction des végétaux ou que doit faire un producteur lorsqu'il voit des chenilles sur ses cultures? Nous avons déjà la présence de la chenille légionnaire d'automne sur notre territoire n'est plus une chose fatale. Ça veut dire qu'on ne peut pas s'inquiéter s'il y a de la présence parce que l'État a pris les dispositions pour faire entrer dans notre territoire les produits qui sont destinés à combattre cette chenille. Et ces produits sont disponibles chez les opérateurs économiques qui distribuent ces produits. Donc, la chenille légionnaire d'automne apparaît lorsqu'il y a des poches de sécheresse. Donc, quand il y a, après les semis, s'il y a un peu l'arrêt des pluies, donc la plante, avec l'arrêt des pluies, donc ça ralentit un peu la croissance de la plante. Et donc, si la chenille apparaît rapidement, ça détruit l'évolution de cette plante-là. Mais comme on l'a dit, avec la disponibilité des produits qui sont là sur le marché aujourd'hui, il suffit de commander, d'acheter ces produits-là et d'aller appliquer sur votre parcelle. Rapidement, vous allez éliminer ces chenilles. Ce n'est plus un danger, à mon avis, parce que les produits sont disponibles. Il faudrait que le producteur s'organise et aller prendre ces produits et aller les traiter. Et ne pas attendre que le champ soit complètement atteint avant d'agir. Parce que surtout le maïs, c'est une plante aussi, comme la chenille reste dans le verticille, c'est-à-dire le milieu de la plante est détruit. On l'appelle le bourgeon apical, donc le bourgeon qui est au fin fond dans la tige de maïs. Donc ça risque d'endommager. Donc quand vous constatez déjà les premiers signes, c'est que la chenille est à l'intérieur et quand ce bourgeon apical là, donc elle défèque. Donc elle laisse les déchets sous forme de crottes. Donc déjà quand vous voyez sur 1 ou 2 plants de maïs jusqu'à 10, déjà vous devez prendre les dispositions pour traiter votre champ. Donc comme je l'ai dit, les produits sont disponibles. Il ne faut pas attendre. Il ne faut pas attendre que le champ soit complètement atteint avant d'agir. Si vous attendez, cela risque d'agir sur le rendement. Parce que la culture du maïs, c'est pour plusieurs opérations. Vous avez déjà fait le labour, vous avez payé, vous avez semé, vous avez acheté même les semences. Et vous allez mettre de l'engrais, vous allez sarcler 1 fois, 2 fois, faire le butage et voir aussi le coût de récolte. Donc, ce n'est pas quelque chose que vous devez négliger. Le traitement, c'est aujourd'hui obligatoire. Donc, chaque producteur doit avoir à sa disposition les produits et au moment venu, quand vous constatez les symptômes de cette chenille-là, vous devez rapidement appliquer sur votre parcelle. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez sur le terrain? Les difficultés, c'est que les producteurs puissent écouter les conseils que nous donnons. Nous avons développé des méthodes de lutte contre les ravageurs, que ce soit sur le maïs, le coton, les cultures fruitières. C'est-à-dire aujourd'hui, on a les produits qui peuvent nous aider à éliminer les mouches de fruits. Vous savez, les mouches de fruits, c'est aujourd'hui un danger pour la population parce que ceux qui ont des vergers, ils n'arrivent pas à rentrer dans l'investissement qu'ils ont fait pour pouvoir mettre en place ces vergers parce que les vergers sont souvent attaqués par les mouches de fruits, les orangers également. Donc, il y a les produits qui sont là, les pièges que nous recommandons pour chaque exploitant de ces vergers-là, de pouvoir acquérir suffisamment de pièges et de les mettre au niveau de leur exploitation. Comme ça va réduire considérablement la population de ces mouches de fruits et par ricochet, on aura une bonne production et de qualité. Voilà, ces dispositifs-là sont là, mais les producteurs n'arrivent pas à les utiliser. C'est ça qui est notre difficulté. Nous recommandons, nous conseillons les producteurs de tenir compte de ce que nous proposons comme méthode de lutte pour les cultures vivrières, les cultures fruitières,
pour que nous puissions améliorer. Si nous voulons avoir un revenu de notre exploitation, ce n'est pas une seule spéculation, c'est plusieurs spéculations. Et donc, on doit tenir compte de cet espace d'exploitation pour pouvoir bénéficier de ce que nous faisons comme exploitation dans notre milieu. Monsieur le directeur, pour terminer, quel message à l'endroit des producteurs et des consommateurs, même si vous avez déjà abordé quelques-uns? Nous sommes fiers de travailler avec les producteurs. Ils sont nos partenaires et j'ai l'habitude de dire que sans les producteurs, je crois que notre existence même n'a plus de sens. Nous sommes là pour eux. Et donc, pour nous, c'est de pouvoir mettre de l'emphase dans ce qu'ils font. Une exploitation, c'est que ça se prépare. Aujourd'hui, le champ ne se fait pas avec une prière. Je ne sais pas si l'insecte va apparaître, ça ne va pas apparaître. Non, on fait le champ en planifiant tout. Donc, comme nous achetons des engrais, comme nous avons de l'argent pour le labour, l'argent pour le sarclage et autres opérations, nous devons avoir l'argent pour garantir la santé. La santé des plantes, je l'avais déjà dit, si nous ne traitons pas bien nos plantes, c'est que nous-mêmes nous serons malades par après. Et donc, dans ces dispositifs, moi, j'encourage toujours les producteurs de nous faire confiance à ce que nous avons comme conseils qui sont à la disposition des conseillers agricoles. J'entends déjà qu'il y a des apparitions des chenilles dans certaines exploitations. Ce n'est pas à nous inquiéter. Il y a les produits pour lutter contre la chenille. Ce n'est pas que c'est une malédiction pour un producteur. Non. Donc, il suffit d'aller chercher ces produits-là et d'aller appliquer. Une semaine après, les plants reprennent leur vigueur et puis nous allons espérer. Monsieur le directeur, merci. Merci à vous. Les Échos du Palais. À présent, une femme a été condamnée à 10 ans de prison pour traite d'êtres humains. L'affaire s'est déroulée au Gabon. Angèle Routonji nous raconte les faits. Les faits se sont déroulés en 2020 à Libreville, au Gabon. Dame Doris, alors qu'elle vaquait à des occupations, a été interpellée par les agents des forces de l'ordre. D'après les juridictions compétentes, l'inculpée faisait venir à Libreville de jeunes filles de plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest. Elle arrive notamment du Bénin, du Nigeria et même du Togo. Une fois en terre gabonaise, ces jeunes filles devraient travailler pour rembourser leurs frais de voyage qui étaient payés par Dame Doris. C'est donc une de ces victimes devenues majeures qui s'est lancée dans cette pratique interdite qui a conduit les autorités vers son bureau. Arrêtée par la police, Doris a reconnu ses multiples forfaits avant d'être placée sous mandat de dépôt le 18 juin 2020. 4 ans plus tard, c'est-à-dire le 18 juin dernier, Doris est passée à la barre. Au terme du procès, la mise en cause a été condamnée à 10 ans de réclusion criminelle, dont 6 assortis du sursis. Sport football, l'avant-dernier chapitre du championnat de première division de l'Onato se joue ce week-end. Une journée décisive pour le maintien de l'un des 3 clubs, à savoir AS Bina, Kakadre de Doufelgou ou Semassi de Sokodé en D1, Kilim Poyodi. Toujours en course pour le maintien en première division, Semassi de Sokodé se déplace à Kara ce samedi où l'attend le club de Bassa Bikenti déjà assuré de relégation la saison prochaine. Semassi espère ainsi le faux pas de AS Bina qui jouera gros dimanche face au champion Asko de Kara. AS Bina aussi est en course pour rester dans l'élite du football togolais. L'autre duel à distance, le 3e évidemment, mettra aux prises Espoir de Zio à Kakadre de Doufelgou en décalé lundi prochain au municipal de Kara. Si Espoir de Zio courbe les chines et qu'il arrive que AS Bina et Semassi perdent leur match, le club de la préfecture de Doufelgou aura de fortes chances d'être maintenu en D1. Vu qu'il y a 6 points à prendre au cours de ces 2 dernières journées, les clubs comme Espoir de Zio, Unisport de Sokodé et Doumbé de Mango sont également menacés. Ils sont susceptibles de se voir ravir leur place par les 3 clubs qui luttent pour le maintien. Pour le reste du programme, ASCK reçoit Dito à Sokodé ce samedi. Demain dimanche, Unisport attend ASOTR à Sokodé. Atakpame accueille la rencontre Tambo Gomido. Bolesou sera au JCA pour y défier AC Barracuda de Fiaboy Sena. Entente 2 et Doumbé de Mango s'expliqueront au stade Omnisport de Lomé.
Et justement, parlant des sports, les sports, l'énergie, la santé et l'économie meublent la page des parutions de la semaine. Elles évoquent notamment la démission de l'entraîneur Paulo Duarte, l'extension de l'énergie électrique à tous les ménages, l'épidémie de la dengue et la promesse du Togo dans l'inclusion financière. Léontine, en quoi le Togo est bon élève dans le secteur financier? Le Togo est meilleur élève pour la facilité d'ouverture au monde financier qu'il offre aux populations. Selon Eco et Finance, notre pays a atteint près de 90% du taux d'utilisation des services financiers. Togo Matin renchérit et ajoute que pour conforter ce résultat, le Togo apporte son soutien à la BCEAO dans le cadre de l'élaboration d'une stratégie plus ambitieuse sur l'amélioration de l'accès aux services financiers dans les zones rurales et pour les populations vulnérables. Ce résultat vaut un bond pour le Togo dans le classement de l'indice de développement humain IDH. Le changement écrit. Le Togo se classe premier dans l'UEMOA et quatrième dans la CEDEAO. Et pourtant, les Togolais, dans leur majorité, croupissent dans une misère indicible, relate la même parution. Pour l'éveil de la nation, la compréhension de ces résultats passe par la compréhension des différents mécanismes de lutte contre la pauvreté mis en place par le gouvernement. Léontine Toguimon, les parutions ont aussi parlé d'une maladie de plus en plus enregistrée dans les formations sanitaires. De quoi s'agit-il concrètement? Il s'agit de l'épidémie de la dengue. Sur le site d'information Savoir News, le ministre de la Santé alerte sur des cas de dengue enregistrés le second trimestre de l'année. Toujours selon le même site qui relaie un communiqué du ministre Moustapha Mijiawa, des investigations se poursuivent pour une détection continue des cas dans les formations sanitaires et dans les communautés en vue de leur prise en charge précoce. Le ministre invite les populations à adopter des mesures de lutte pour réduire de contracter cette maladie. Même exhortation de la dépêche qui demande aux populations d'éviter les piqûres de moustiques, le paludisme en cette période pluvieuse. Léontine, dans le secteur de l'énergie, les journaux ont parlé de quoi? Dans le secteur de l'énergie, les parutions ont plus abordé l'opération de mise à jour des cash power annoncée par la CET. La Nouvelle Tribune écrit dans ses colonnes: cette opération a pour but de permettre aux compteurs de continuer de fonctionner normalement au-delà du 24 novembre 2024. La parution poursuit en détaillant la procédure de mise à jour tout en précisant que démarré le mercredi dernier avec les agents de la CET, l'opération prend fin le 31 octobre prochain. À côté de cette opération de mise à jour des compteurs Cash Power, Ouara les vainqueurs relève l'extension de l'énergie électrique toujours en cours. En ces termes, le Togo cherche à accroître l'accès des ménages à l'électricité. Ceci grâce à une subvention de 120 milliards de francs CFA de la Banque mondiale pour le projet de développement inclusif pour l'accès à l'électricité. Un projet qui va permettre à plus d'1 million de personnes des zones rurales d'avoir un meilleur accès à l'électricité, rajoute Ouara les vainqueurs. Pour finir, le sujet football qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive, la démission de l'entraîneur Paulo Duarte. La lanterne s'interroge sur les clauses du contrat concernant cette démission in extremis de l'ex-sélectionneur des éperviers. Chronique de la semaine analyse: les sélectionneurs se succèdent, mais les résultats faméliques des éperviers demeurent. Les vrais problèmes ne sont-ils pas ailleurs, se demande l'hebdomadaire. Un malaise national renchérit flambeau des démocrates. L'équipe sportive abonde dans le même sens et mentionne à sa une que le remplacement de Paulo Duarte reste un défi du bon choix. Pluriel, le magazine hebdomadaire de Radio Lomé.
Voilà, c'est la fin de ce journal Magazine Pluriel. Merci à vous de l'avoir suivi. Le rappel des titres. Ils sont en vacances pour 2 mois. Les députés ont clôturé hier la première session ordinaire de l'année 2024. Bilan des 4 mois de travaux, de projets de loi, une proposition de loi, une proposition de résolution adoptée. La Chambre de commerce et d'industrie du Togo, CCIT, célèbre ses 100 ans d'existence. Un document d'histoire qui retrace les 100 ans de vie de l'institution a été dédicacé hier et dans ce journal nous avons eu à découvrir ce document. Et dans la rubrique invité, nous avons abordé 2 sujets. La première session ordinaire de l'année 2024 de la HAC qui démarre lundi et les efforts du gouvernement dans la protection des végétaux. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg